c'est avant tout une crise sanitaire, donc je voulais vous passer le mot que c'est préoccupant pour nous aussi la question sanitaire. Remercier la Chambre de commerce et d'industrie luso-française pour l'organisation de ce webinaire et de nous avoir invités à participer aujourd'hui à ce webinaire. On verra ensuite s'il y en a d'autres, peut-être, j'espère. Certainement. Quelques petits mots, un mot rapide sur Teles, parce que je ne sais pas si tous les intervenants nous connaissent. Donc, Teles est un cabinet d'avocats qui a ses origines à Porto, ancienne, puisque le cabinet existe depuis 1936. Il a été constitué en société en 1992 et a ouvert des bureaux à Lisbonne en 2008. Aujourd'hui, Teles, on compte 120 avocats à peu près, dans le domaine du droit des affaires, de manière générale, tous les départements, nos avocats sont répartis par département de droit des affaires. Plus simplement, c'est de vous dire qu'est-ce qu'on ne fait pas, puisque tout le reste, on le fait. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne fait pas du pénal de crimes de droit commun et on ne fait pas de droit de la famille, sauf exceptionnellement pour certains administrateurs de sociétés qu'on accompagne. Teles aujourd'hui travaille pour tout type de société, aussi bien des entrepreneurs individuels, des particuliers investisseurs, mais également pour des très grandes sociétés, des grands groupes portugais, et également pour des sociétés à l'étranger. Ces dernières années, se sont beaucoup développés les clients internationaux. Et donc, Teles est organisé en comptoir, en desk, selon la langue utilisée. Et donc aujourd'hui, Thomas et moi, on représente le comptoir français que je dirige et que je coordonne depuis 3 ans. Qu'est-ce que le comptoir français? C'est des 120 avocats qui travaillent pour Teles. On est environ 15 avocats qui sont capables, dans leur domaine de compétences, de travailler également en français et en anglais, puisque l'anglais est obligatoire pour tous les avocats du cabinet. Mais venons rapidement à ce qui nous invite, ce qui aujourd'hui nous mène à ce webinaire, qui est malheureusement cette pandémie du Covid-19. Et pour vous dire que de la même manière que les entreprises, et la Chambre de commerce s'est organisée pour répondre aux questions de cette crise, Teles a créé des équipes et des groupes de travail qui sont dédiés aux mesures de mise en place au Portugal pour faire face justement à l'impact du Covid-19 sur l'activité économique et le tissu entrepreneurial portugais. Donc, on a essentiellement 4 grands groupes qui ensuite peuvent se subdiviser. On a un groupe de droit du travail qui fait tout l'accompagnement des layoffs simplifiés et de toutes les autres mesures qui sont mises en place lorsque le layoff n'est pas possible ou n'est pas envisageable par certaines entreprises. Il y a une équipe de droit fiscal et de sécurité sociale sur toutes les mesures de moratoire et d'échelonnement du paiement d'impôts et de contributions de sécurité sociale. Un groupe qui se subdivise de droit commercial et droit des obligations, qui celui-là a pour but d'accompagner les clients par rapport à leurs engagements contractuels et qui donc permettent la mise en œuvre, accompagner les mises en œuvre de clauses de force majeure lorsqu'elles existent, ou bien de renégocier les obligations et les engagements de chaque société en utilisant les instituts qui existent dans le Code civil portugais de l'impossibilité d'exécution des obligations et les modifications significatives de circonstances. Donc ça, ensuite, on a des sous-groupes par exemple les contrats de bail qui sont importants, les contrats de travaux et d'entreprise et tout autre type de contrat et engagement contractuel. Et enfin, on a le groupe qui aujourd'hui nous amène et qu'on va traiter plus particulièrement aujourd'hui, le groupe de droit financier. Et donc là, on accompagne tous nos clients et les entreprises dans leur demande de mise en place de moratoires financiers ou de lignes de crédit ou de financement qui sont mises en place dans le cadre de la crise. Je vais passer la parole à Thomas. Je vais juste vous indiquer le plan de la présentation. Donc, Thomas va intervenir sur le moratoire auprès des établissements de crédit et sur les opérations de financement qui peuvent être garanties par le gouvernement. Et je reprendrai la parole pour expliquer dans les grandes lignes les lignes de crédit disponibles dans le cadre du Covid-19. On va essayer de faire le plus vite possible pour qu'on ait une session de questions-réponses la plus large possible, pour qu'on puisse répondre à vos questions.
Donc, sans plus tarder, Thomas, je te passe la parole. Merci beaucoup, Mathilde. Vous m'écoutez bien? Je crois que oui, ça marche. Ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Comme a dit Mathilde, mon intervention sera sur les mesures établies par le décret-loi 10J 2020 du 26 mars passé, notamment sur le régime du moratoire auprès des établissements de crédit et opérations de financement garanties par le gouvernement. Ça veut dire sur les mesures prévues par le gouvernement en face des situations d'exposition d'emprunt dans le contexte qu'on vit du Covid-19. Compte tenu de la fonction de financement de l'économie assurée par le système financier et du devoir de participation de ce secteur d'activité dans l'effort collectif, la principale mesure introduite par ce régime, c'est la prévision d'un moratoire jusqu'au 30 septembre 2020, au terme duquel, bref, il est interdit de révoquer les lignes de crédit concédées et il est établi la prolongation ou la suspension de remboursement de ces crédits jusqu'à la fin de cette période. Ces mesures visent notamment à assurer la continuité du financement aux familles et aux sociétés, bien que parvenir ou prévenir d'éventuelles défaillances résultant de la baisse d'activité économique. Il faut remarquer, ça c'est important, que rien n'oppose que les institutions adoptent des moratoires dans des termes et conditions plus attractifs que prévus dans ce régime. En outre, ce décret-loi a aussi introduit une mesure importante qui s'appelle le régime de garantie personnelle de l'État, avec le but de préserver les situations d'urgence économique imposées pour ce contexte. Concernant plus précisément le régime de la moratoire auprès des établissements de crédit, il faut tout d'abord souligner qui sont les bénéficiaires de ce régime et aussi quels sont les critères pour bénéficier de ce régime. Concernant les bénéficiaires, ce régime s'applique à 3 types de personnes. Aux personnes morales qui ont son siège et exercent leur activité économique au Portugal. Il faut préciser que les micro, petites et moyennes entreprises peuvent toujours bénéficier de ce régime jusqu'à la fin du délai de 30 septembre 2020. En outre, par contre, les grandes entreprises, ça veut dire celles qui ont plus de 250 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros, doivent remplir tous les requis que je vais parler plus tard à la date de 26 mars 2020. Ça veut dire, pour ces grandes entreprises pouvoir bénéficier de ce régime, elles doivent remplir tous les requis au jour de 26 mars 2020. Si jamais elles ne remplissent pas ces requis, elles ne peuvent pas, dans le futur, profiter de ce régime. Ce régime s'applique aussi aux personnes physiques qui ont sa résidence au Portugal, avec la limitation des crédits habitation pour habitation propre et permanente qui se trouvent dans des situations suivantes. Pour expliquer d'autres mots, les personnes physiques qui ont un crédit habitation pour maison propre et permanente peuvent bénéficier de ce régime de moratoire avec la condition qu'elles se trouvent dans les situations que je vais dire. Situation d'isolement prophylactique, maladie ou assistance à des enfants ou petits-enfants, en situation de réduction de la période normale de travail ou suspension du contrat de travail, en situation de chômage, des travailleurs admis au bénéfice extraordinaire de la réduction de l'activité économique de travail et des travailleurs indépendants en conséquence du Covid, et la dernière, les travailleurs des entités dont l'établissement ou activité ait été l'objet de fermeture déterminée pendant la période de l'état d'urgence.
les personnes physiques qui se trouvent dans cette situation, les situations que je viens de dire, peuvent bénéficier de la moratoire pour les crédits habitation. Ça veut dire que toute personne encadrée dans une de ces situations, et ça je trouve important de souligner, peuvent bénéficier de la moratoire uniquement pour leur crédit habitation. Finalement, ce régime s'applique aussi aux entrepreneurs en nom propre ou aussi, par exemple, aux associations sans but lucratif. Concernant les critères qu'il faut remplir pour bénéficier de ce régime, il faut remarquer que le bénéficiaire, pour profiter de ce régime, ne peut pas se trouver en retard de paiement ou dans une situation d'inexécution de prestations pécuniaires sur une période supérieure à 90 jours à la date du 18 mars 2020, après les institutions de crédit. Les bénéficiaires ne peuvent pas aussi être en situation d'insolvabilité ou de faillite ou de suspension de paiement. Les bénéficiaires ne peuvent pas aussi être partie d'une procédure d'exécution avec ces institutions depuis le 18 mars 2020. Et finalement, les bénéficiaires doivent avoir sa situation régularisée auprès de l'administration fiscale et auprès de la sécurité sociale. Sur ce point, je souligne qu'ils ne seront pas pris en compte les dettes concernant les mois de mars 2020. C'est juste ce qui est avant cette date-là. En ce qui concerne les opérations qui sont concernées par ce régime, il faut retenir que sont concernées par ce régime toutes les opérations de crédit accordées par les différentes institutions, comme par exemple les établissements de crédit, les sociétés de crédit financier, les sociétés d'investissement, les sociétés de crédit bail, ce qu'on appelle en portugais locação financeira, des sociétés de factoring et finalement des sociétés de caution mutuelle. Il faut retenir que, comme j'ai dit, toutes les opérations de crédit accordées par ces institutions sont concernées par ce régime, sauf les opérations de crédit accordées, par exemple pour l'achat de valeurs mobilières ou acquisition de positions dans d'autres instruments financiers, aux bénéficiaires de régime, et ça c'est très important pour les personnes physiques qui nous écoutent, aux bénéficiaires de régimes subventions ou bénéfices, notamment fiscaux, pour établir leur siège ou leur résidence au Portugal. Ici, il faut remarquer que les RNH et les Golden Visa ne peuvent pas bénéficier de ce régime. Ça, c'est très important parce que, comme nous savons, il y a beaucoup de Français qui bénéficient du régime RNH. Finalement, ce régime n'est pas applicable pour les opérations de crédit aux entreprises pour un usage individuel via les cartes crédit des membres de la direction, d'organes de surveillance, employés ou autres collaborateurs. Mais en rigueur, que prévoit-il le régime de moratoire et comment accéder? En grande ligne, il faut retenir que le régime de moratoire prévoit trois grandes mesures. La première, c'est la prohibition de révoquer les lignes de crédit concédées et les prêts accordés jusqu'au 27 mars. Ça veut dire que les institutions ne peuvent pas révoquer les lignes de crédit, les prêts accordés jusqu'au 27 mars. Deuxième point, ce régime a établi la prolongation de tous les crédits avec versement du capital à la fin du contrat en vigueur le 27 mars 2020. Finalement, ce régime a aussi introduit une suspension du paiement du capital, des loyers et des intérêts jusqu'au 30 septembre 2020. Sur ce point, je souligne que le plan de paiement des versements de capital, loyers, intérêts, commissions ou autres charges seront prolongés automatiquement pour la même période
que celle pendant laquelle la suspension aura lieu. Il faut préciser que la prolongation de la période de paiement du montant au capital, du loyer, des intérêts, des commissions ou autres charges ne donnera pas lieu à aucun manquement contractuel ou à une venue d'échéance anticipée. De même, les garanties accordées par les entités bénéficiaires des mesures ou par des tiers continueront à produire leurs effets pendant cette période. Ça veut dire que ces mesures-là n'auront pas d'impact sur les garanties qui ont été accordées dans l'attribution du crédit. Concernant le procès pour bénéficier de cette moratoire, c'est très simple. Le bénéficiaire doit envoyer une déclaration d'adhésion pour faire l'application du moratoire. Il doit que faire la déclaration d'adhésion, signer, et il doit faire accompagner avec un document qui atteste que sa situation fiscale est auprès de la sécurité sociale est dûment régularisée. Ça veut dire, pour bénéficier de ce régime, une fois que vous avez rempli tous les requis pour ce faire, il faut que faire un petit document, disons, à l'institution financière que vous voulez bénéficier de ce régime et présenter un document de l'autorité fiscale et de la sécurité sociale qui confirme que vous avez votre situation régularisée. Une fois reçue cette déclaration, les institutions de crédit doivent, dans un délai de 5 jours ouvrables, prendre cette décision. Ça veut dire qu'elles doivent appliquer les mesures avec un délai de 5 jours. Ou en alternative, si jamais quelque chose n'est pas correct ou tous les requis ne sont pas vérifiés, elles doivent informer les bénéficiaires ou la personne qui a présenté la demande les raisons pour lesquelles le moratoire n'est pas concédé. Les institutions financières ont 3 jours pour le faire et bref, c'est un procès assez simple. Concernant le contrôle de l'application de ce régime, il faut savoir que c'est la Banque du Portugal qui sera chargée de la supervision et du contrôle du système d'accès au moratoire et aussi qu'il est prévu quelques sanctions. En ce qui concerne les institutions de crédit, si jamais elles ne respectent pas ce régime, elles peuvent être obligées à payer une indemnité qui peut aller entre 4 000 € et 5 millions d'euros. Concernant les bénéficiaires qui accèdent aux mesures, si jamais ils ne remplissent pas les conditions requises et ils seront responsables pour les dommages qu'ils peuvent souvenir en raison de fausses déclarations, ainsi que tous les coûts encourus par l'institution dans ce procès. Sans préjudice, il faut savoir, de tout autre type de responsabilité, notamment pénale. Finalement, en ce qui concerne la deuxième grande mesure établie par le décret-loi DIJ 2020, qui prévoit le régime spécial des garanties personnelles par l'État. Il faut noter que ce régime a été créé avec l'objectif de préserver les situations d'urgence économique nationale imposées par le contexte actuel. Ce régime prévoit en grande ligne que l'État et autres personnes morales de droit public peuvent fournir des garanties personnelles en faveur des entreprises ou autres personnes morales pour garantir les opérations financières et assurer la liquidité. Pour accéder à ce régime, il faudra présenter une demande de concession de garantie par l'État auprès des membres du gouvernement en charge des finances
accompagner les éléments essentiels de l'opération à garantir, notamment le montant, la durée respective, et aussi ils doivent être préparés pour répondre à plus de demandes d'informations supplémentaires pour qu'ils peuvent évaluer soit le risque de l'opération, soit les conditions, et pour être sûr que la garantie peut être donnée. Comme pour les mesures instituées dans le cadre de la moratoire, les termes et conditions relatives aux opérations soumises à garantie et la procédure pourront être définis avec plus de précision par le gouvernement. Avant de passer la parole à Mathilde, qui vous parlera des mesures de soutien à l'économie disponibles dans le cadre du Covid-19, je voudrais souligner que toutes les mesures introduites par l'État dans ce contexte, notamment celles qui prévoient le moratoire, sont en permanente évolution, quasiment chaque jour, soit avec des nouvelles mesures, soit avec plus précision de ces mesures-là. C'est pourquoi il faut faire attention toujours aux informations que TLS publie sur ces thèmes. Comme Mathilde a dit, nous avons des équipes dédiées à ce contexte et nous fournissons avec beaucoup de régularité des informations sur les plus différents thèmes dans ce contexte-là de Covid-19. Mathilde, je te passe la parole. Entendu, merci Thomas. Donc, je vais présenter rapidement les lignes de crédit et les lignes de financement dans le cadre du Covid-19. Et au contraire du moratoire, les choses sont il y a beaucoup plus de confusion. Et avant de voir les trois principales lignes détachées ensuite, enfin subdivisées qui donnent lieu à 7 lignes de crédit différentes, quelques remarques générales. Donc, comme je le disais, il existe une certaine confusion entre les annonces politiques, les mesures prises et annoncées au niveau européen et les lignes de crédit qui sont effectivement déjà en place, auxquelles les entreprises peuvent avoir recours. À cela s'ajoute le fait que les lignes de crédit ont déjà fait, continuent à faire, et comme le disait Thomas, vont encore continuer à faire l'objet de modifications, de précisions, tant au niveau des limites et plafonds de ces lignes de crédit qu'au niveau des conditions d'accès et des exigences à être respectées par les entreprises et les personnes qui veulent y adhérer. Il est important de comprendre dans cette confusion qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les lignes de crédit qui sont légalement instituées. Et elles constituent un minimum légal que les institutions bancaires qui ont adhéré à ces protocoles de lignes de crédit mis en place par le gouvernement, c'est leur socle. Néanmoins, on le sait que certaines banques, un peu comme pour le moratoire, vont au-delà et proposent des financements qui peuvent être pour des montants plus importants que ceux qui sont établis au minimum dans la loi et à des conditions plus avantageuses. Néanmoins, et parce que ça a été souligné par certains commentateurs ou même partis politiques, on a toujours la peur, enfin, on ne souhaite pas que les banques, certains établissements de crédit prennent avantage de ces lignes de crédit. Donc, il est important, et on va le voir dans certaines mesures, de vérifier que tout ce que les banques vous demandent ou les établissements vous demandent ne vont pas au-delà de ce socle minimum en termes d'obligations à remplir ou de conditions à remplir. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les principales lignes de crédit qui, à ce jour, sont de 3 460 millions qui sont réparties essentiellement en 3 grandes lignes. Il y a, je vais dire le nom en portugais pour ensuite vous puissiez les retrouver dans les textes. Il y a la ligne de apoio à l'économie Covid-19 qui est de 3 milliards d'euros et qui elle-même est répartie en 4 lignes spécifiques par secteur d'activité. À ce jour, on a l'industrie, 2 lignes pour le tourisme et une ligne pour tout ce qui est établissement de restauration et activités assimilées.
Ensuite, la deuxième grande ligne, c'est la ligne de crédit COVID-19 capitalisée 2018. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur celle-ci parce que dès hier, on ne peut plus se candidater à cette ligne, mais je vais y revenir. Et enfin, on a une ligne plus petite qui est la ligne de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, qui est d'un montant global de 60 millions d'euros et qui se demande là, pas au niveau des banques, mais au niveau du tourisme, de l'Institut du tourisme portugais. Pour vous parler donc de la première ligne, qui est la principale et qui va encore connaître des modifications et des élargissements, c'est la ligne de apoio à l'économie Covid-19. Donc, les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 31 décembre 2020 pour ces lignes de crédit. Comme je vous disais, elles sont réparties en 4 lignes spécifiques par secteur d'activité. Donc, on a la ligne pour de l'industrie. Alors, ça ne concerne pas toute l'industrie. Ça concerne le textile, les vêtements, les chaussures, l'industrie d'extraction minière non métallique, c'est-à-dire essentiellement tout ce qui est roche pour de la décoration, donc marbre, granit et autres, pour les secteurs du bois et du liège. Et elle est dotée de 1,3 milliard d'euros. Ensuite, il y a une ligne pour toutes les entreprises du secteur de la restauration et des activités assimilées, qui est de 600 millions. Et ensuite, 2 lignes pour le tourisme. Une ligne de 900 millions qui est pour les complexes touristiques et l'hébergement, et une ligne de 600 millions qui sont pour le tourisme et pour les agences de voyage, les activités touristiques et l'organisation d'événementiels et activités similaires. Donc, qu'est-ce qu'une société dans ces lignes de crédit, qui sont des montants globaux, quel est le montant maximum que chaque société peut prétendre obtenir dans le cadre de ces lignes? Donc, c'est ensuite réparti par micro-entreprises, petites entreprises, moyennes et grandes. Donc, une micro-entreprise peut demander jusqu'à 50 000 euros, les petites entreprises jusqu'à 500 000 euros et 1,5 million pour les moyennes et grandes entreprises. Donc, toutes les sociétés peuvent bénéficier de ces lignes de crédit dès lors qu'elles ont un code d'activité économique, donc le fameux CAI, qui appartiennent à chacune de ces lignes de crédit. Et si elles sont dans le cas des micros et des PME, elles doivent être certifiées par le IAPMEI en tant que micro ou PME. Quelles sont les opérations qui peuvent être financées grâce à cette ligne de crédit? Comme on est dans le cadre de la crise et de la situation d'urgence, ces lignes de crédit ne peuvent être demandées que pour des besoins de trésorerie. C'est-à-dire qu'on exclut toutes les opérations de restructuration financière ou de consolidation de crédits déjà existants, ou encore des acquisitions de terrains ou de biens immobiliers de manière générale. Donc, il faut vraiment que ce soit pour la trésorerie de la société. On en vient maintenant aux conditions et règles que les sociétés doivent observer pour soumettre une candidature. Donc, la première que j'ai déjà évoquée, c'est la question du code d'activité économique qui doit faire partie des codes qui sont prévus par chaque ligne de crédit. Et si vous allez sur le site du IAPMEI, par ligne de crédit, vous trouverez les codes qui sont acceptés. Et vous pouvez aussi bien, parce qu'on s'est posé la question et la réponse a été donnée par le gouvernement, on peut aussi bien utiliser son CAI principal qu'un CAI secondaire, dès lors qu'on exerce cette activité. Un autre point et qui donne lieu fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours et met en colère les experts comptables, c'est la question de la présentation d'une situation comptable positive sur le dernier exercice. Alors, ce qui est prévu par le texte de loi, c'est que la société, lorsqu'elle fait sa demande, elle doit déposer une situation comptable positive sur le dernier exercice, ou s'il n'était pas positif sur le dernier exercice, une situation comptable intermédiaire qui montre que la situation a été régularisée. Or, on le sait, ça a été publié ce matin dans des journaux, je n'ai plus le titre du journal, mais je pense que c'est une Expresso,
les comptables les sociétés et les comptables se sont vus confrontés à des demandes exorbitantes de la part des banques qui ne facilitent pas du tout l'accès à ces lignes de crédit. Et ils demandent, au-delà d'une situation comptable, ils veulent avoir les comptes qui soient déposés et approuvés par l'Assemblée générale des associés ou des actionnaires, ce qui va à l'encontre des deux, un, du texte sur ces lignes de crédit, et deux, sur le fait que le gouvernement a accepté une prorogation de délai pour approuver les comptes. Donc, d'ailleurs, il y a eu une lettre de la bâtonnat des experts comptables, de l'ordre des experts comptables, aux banques, justement, pour dire qu'il ne pouvait pas y avoir autant de demandes de la part des banques, parce que l'idée de ces lignes de crédit, c'est un accès rapide et facile aux lignes de crédit, et qui ne peuvent pas mettre d'entrave. Notamment, il y a certaines banques qui demandent des prévisions de cash flow sur les 3 prochaines années. Et comme disent les experts comptables, c'est qu'on n'arrive même pas à prévoir un cash flow sur les 3 mois qui viennent. Comment est-ce qu'on va prévoir pour les 3 ans? Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de flottement entre ce qui est annoncé politiquement et en communication sociale, ce qui est prévu par les textes, et ensuite ce que les banques mettent en place. C'est pour ça que je disais en début de mon intervention qu'il convient vraiment d'avoir une idée claire du socle législatif qui est mis en place pour ces lignes de crédit. Voilà, pour ces lignes, qu'est-ce que je peux dire? Les conditions de financement, vraiment dans les grandes lignes, mais vous avez accès aux conditions de base sur le site du YAPMEI par ligne de crédit, et vous pouvez même maintenant faire des simulations. EY, Ernst & Young a mis en place des simulateurs pour savoir combien vous allez payer par type de ligne de crédit, pour les 7 lignes de crédit différentes. Donc, je vous invite à le faire si vous êtes intéressé par ces lignes de crédit. Mais globalement, ces opérations peuvent s'étaler sur un délai maximum de 4 ans. Il peut y avoir une franchise des mensualités jusqu'à 12 mois. On peut aussi bien avoir des taux d'intérêt fixes ou variables, et les spreads sont d'ores et déjà fixés de 1% à 1,5% en fonction de la durée de l'emprunt. Quel est l'avantage de ces lignes de crédit? Le principal avantage est le fait qu'elles doivent être garanties, elles seront garanties par des sociétés de caution mutuelle à hauteur de, ça peut aller jusqu'à 90% dans le cas des micros et des petites entreprises, et jusqu'à 80% pour les moyennes et grandes entreprises. Alors, la question qui nous est souvent posée par les clients, c'est de savoir si, ayant cette garantie par des sociétés de caution mutuelle, peut-on demander d'autres garanties? Et la réponse est oui. Les banques demandent souvent des garanties aux dirigeants ou aux actionnaires ou associés, en plus des garanties de caution mutuelle par les sociétés de caution mutuelle. Un point d'actualité, ces lignes de crédit particulières de l'économie et COVID-19 vont être élargies. Elles ne le sont pas encore, on l'attend, mais le ministre Cizavier a indiqué le 7 avril, donc hier ou avant-hier, a indiqué que ça allait être élargi tout d'abord au secteur du commerce et des services avec une ligne de 1,2 milliard, au transport de marchandises et de passagers, et ainsi au secteur de la métallurgie et de la métallomécanique. La Commission européenne a déjà approuvé une enveloppe de 13 milliards d'euros, et le gouvernement dit qu'il est déjà prêt à lancer les nouvelles lignes de crédit de 7 milliards dans les prochains jours. J'ai envie de dire, compte tenu de la lenteur des choses, peut-être dans les prochaines semaines. À ce jour, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 229 opérations présentées en banque pour une enveloppe globale de 90 millions d'euros. Donc, on ne sait pas combien ont été approuvés de ces 90 millions, mais comme vous le comprenez, c'est encore assez faible. Je pense que les sociétés étaient très préoccupées sur la question des travailleurs et des employés, et donc des questions de layoff et autres. Et on attend, et la banque attend, qu'il y ait maintenant une course à la trésorerie qui va manquer de plus en plus. Je vous disais, la deuxième ligne, et je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'elle n'existe plus depuis hier, c'est la ligne de Crédit Capitalizar 2018 de Covid-19.
En fait, cette ligne de crédit Capitalizar 2018, comme vous le comprenez par son nom, existait déjà, mais elle a été dotée d'un montant de 400 millions en mars pour faire face au Covid-19. Et pourquoi je ne vais pas vous en parler davantage, c'est que maintenant on peut le trouver, la société, l'entité responsable de cette ligne de crédit qui est PMI Investiment a fait un communiqué le 6 avril disant que depuis le 7 avril 2020, on ne peut plus se candidater à ces lignes de crédit. Et d'ailleurs, pourquoi? C'est que les demandes de financement se sont élevées à plus d'1 milliard d'euros. 635 millions ont été approuvés à ce titre. Et donc, ça va déjà au-delà des 400 millions qui avaient été approuvés pour cette ligne de crédit. Donc, on ne peut plus se candidater. Néanmoins, mais ça à prendre avec précaution parce qu'il n'y a rien d'officiel, le gouvernement dit que soit il va de nouveau doter cette ligne de crédit d'une enveloppe supplémentaire, ou alors la reporter sur la ligne économie et Covid-19 dont on vient de parler à l'instant, par secteur d'activité. Enfin, et c'est la dernière ligne de crédit plus petite, qui est de 60 millions et qui est spécifique, c'est la ligne de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Donc, celle-ci, c'est une ligne de crédit un peu différente puisque les demandes ne sont pas faites en banque. Elles se font auprès du tourisme du Portugal avec un formulaire à remplir en ligne. Et donc, qui peut en bénéficier? Ce sont les micro-entreprises et les entrepreneurs individuels qui sont certifiés par le IAPMEI et qui, bien sûr, exercent dans le secteur du tourisme. Les conditions de financement ont un calcul un peu étonnant, mais qui est fait de… En fait, vous avez le droit à 750 € mensuels par poste de travail existant dans l'entreprise au 29 février 2020, fois 3 mois, et avec un plafond de 20 000 €. Ce capital va être remboursé ensuite par trimestre. Il n'y a pas d'intérêt. Et vous pouvez avoir une franchise de capital jusqu'à 12 mois, sachant que ces opérations peuvent s'étaler jusqu'à 3 ans. Seront demandées des cautions personnelles à l'associé en cas de candidature par une micro-entreprise. Je n'ai pas de chiffres plus récents que ceux du 31 mars 2020, mais il y aurait eu plus de 2000 candidatures pour environ 20 millions d'euros et aurait été déjà alloué 3,7 millions au 31 mars. Il est très probable qu'il y ait beaucoup plus de demandes sur la première semaine d'avril. Et on sait que, par exemple, la RASP et les associations des entreprises de ce secteur ont déjà demandé un élargissement de cette enveloppe de 60 millions. Et l'élargissement de 60 millions et l'élargissement à d'autres sociétés qui ne soient pas que des micro-entreprises. Donc voilà, je ne sais pas, on a essayé d'être bref pour laisser du temps pour les questions. Laurent, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Est-ce que… Alors, il semblerait qu'on ait un petit souci. Je ne sais pas si les participants peuvent poser leurs questions sur le Q&A ou pas. Il semblerait qu'on ait un petit souci de visualisation. Le chat sur la droite des écrans des gens est toujours ouvert, je pense. Donc là, vous pouvez de toute façon poser les questions. Donc, c'est le moment de le faire. Est-ce que quelqu'un peut… Ah si, je vois que sur le Q&A, là, il y a quelque chose qui commence à apparaître. D'accord. On avait une question en tout début de session. Oui. Donc, une société française disposant d'une filiale au Portugal, quel dispositif le gouvernement portugais a-t-il prévu en termes d'aide vis-à-vis des entreprises? Bon, je crois qu'on a… Là, nous, aujourd'hui, on s'est focalisé essentiellement sur la partie financière, donc le secteur financier, donc les lignes de crédit et les moratoires, mais bien sûr, il existe toutes les mesures au niveau de droit social, les off essentiellement, le layoff simplifié. Au niveau de l'administration fiscale et de la sécurité sociale, on sait qu'il y a des moratoires qui sont mis en place et des échelonnements, la possibilité de payer de manière échelonnée ces obligations à ce titre.
C'est essentiellement ça qui est mis en place à ce jour, sachant que ce qui va bouger le plus, c'est ce qu'on a évoqué aujourd'hui. D'autres questions? Non, pas de questions. On a été très clair. Enfin, vous avez été très clair. Le PDF de support, il ne disait pas grand-chose, mais on peut bien sûr le circuler. Moi, je vois quelques questions, Laurent. Peut-être, Oui, je ne sais pas moi si... aussi. Allez-y, allez-y. Moi aussi, je vois quelques questions. Allez-y, vous pouvez y répondre alors. Donc, je répondais à M. Raffin, disposer du PDF de support. Je ne sais pas si on parlait du document qui a été projeté pendant la... Bien sûr, ça, on peut Oui, le le document, transmettre. Je ne sais pas, on Laurent, pourra si le diffuser, hein, bien entendu. Hein. on pourra le diffuser. On n'a pas vraiment le reste de notre support et des notes internes, mais on parlait quasiment sans support, donc je ne sais pas. Mais Mathilde, nous pourrons partager le Q&A qu'on a fait pour les mesures moratoires, le Q&A TELES, Oui. avec quelques questions plus pratiques qu'on peut partager avec vous. Oui. Exactement. On a une autre question, là, je vois. Donc, quels sont les délais donnés par l'administration pour l'obtention des crédits? Alors, on n'a pas de réponse du point de vue du gouvernement ou de l'administration. La seule info qu'on a pu trouver, au-delà de ce qu'on vit avec nos clients, c'est que l'indication est d'obtenir ces lignes de crédit en 20 jours. Le délai moyen étant en 2019, l'obtention de ces crédits était en général, le calcul a été mentionné qu'il serait de 67 jours. En 2019, c'était la moyenne, et c'est Novubank qui le disait dans un article aujourd'hui, qu'ils répondraient et ils approuvaient les lignes de crédit en 20 jours. On sait que l'administration, en tout cas la volonté politique, est d'accélérer davantage ces délais. Mathilde, pour répondre à la question de M. Alfarobe, il a demandé pouvez-vous résumer les mesures à disposition des associations à but non lucratif? En ce qui concerne la moratoire, comme j'ai dit, le régime de la moratoire, il s'applique aussi aux associations à but non lucratif. Ça veut dire que toutes les mesures prises par ce décret-loi et selon j'ai parlé dans ma présentation seront applicables à ces associations, notamment l'interdiction de révoquer les lignes de crédit et les prêts accordés, la prolongation de tous les crédits avec versement du capital à la fin du contrat en vigueur le 27 mars 2020, et aussi, et c'est la mesure la plus importante, je dis, la suspension du paiement du capital, des loyers et des intérêts jusqu'au 30 septembre. Pour répondre à votre question, oui, les associations sans but lucratif peuvent profiter du régime de la moratoire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Mathilde, sur ça. Non, la seule chose que je vais rajouter, c'est que malheureusement, les lignes de crédit à ce jour ne prévoient pas de lignes de crédit spécifiques pour les associations. Certaines associations en ont parlé. De la même manière, on a beaucoup, hein, on lit beaucoup de choses. Les startups, les associations, les IPSS et autres demandent également à avoir des lignes de crédit. Pour l'instant, elles n'existent pas. Ok, on a une question suivante aussi de M. Leroux qui nous demande si, en tant que RNH, peut-on bénéficier du soutien tourisme micro-entreprise? Alors, oui, le fait de ne pas pouvoir bénéficier en tant qu'RNH, ça porte sur la question du moratoire, mais pas sur les lignes de crédit qui sont liées à l'activité en tant que telle. Donc,
sur le site du tourisme. Monsieur Leroux, si ça le concerne, pourra faire la demande. S'il remplit ensuite les critères de cette ligne de crédit, il peut faire la demande sur le site du tourisme pour son activité. Ok. Attendez, il y a d'autres questions. On a d'autres demandes. Oui, allez-y. Participants anonymes. Faisant suite à la fermeture de la ligne Covid-19, alors je suis désolée, ça saute sans arrêt, j'ai du mal à... quelle est la prévision que la ligne d'aide d'économie soit officiellement ouverte aux sociétés de services? À ce sujet, y a-t-il une obligation de maintenance des postes de travail? Alors, je vais décomposer cette question en plusieurs... donc, ce qui a été fermé, c'est la ligne Covid-19 de Capitalizar 2018, mais va être ouverte, et c'est la prochaine qui devrait être mise en place, c'est la ligne économie Covid-19 du secteur des sociétés des services et du commerce, avec l'allocation d'une enveloppe d'1,2 milliard. S'agissant, et c'est une autre question à part, d'ailleurs je ne l'ai pas évoqué, j'aurais dû le faire pendant ma présentation sur les conditions à remplir pour avoir droit aux lignes de crédit. Sur la question de la maintenance des postes de travail, c'est quelque chose qui a été introduit après, ça n'existait pas au départ, mais oui, en effet, il faut qu'il y ait une obligation de maintien des postes de travail jusqu'au 31 décembre 2020 par rapport à la charte de personnel et les postes existants au 29 février 2020. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas licencier des personnes, par exemple au cas de procédures disciplinaires ou autres, ou de personnes qui se seraient tout simplement auraient démissionné de leur poste. Ce qu'on ne peut pas, c'est licencier en termes de licenciement collectif ou d'extinction de poste de travail, mettre fin à un contrat de travail pour l'obtention des lignes de crédit. Ok. On a une question sur le chat aussi qui est intéressante. Monsieur Xavier. Pardon. Il y a une question de Monsieur Xavier. Peut-on obtenir un moratoire pour les crédits arrivant à l'échéance après septembre? Laurent, puis-je répondre? Oui, allez-y, oui. Il faut préciser que ce moratoire, c'est jusqu'au 30 septembre 2020. Ça veut dire juste les crédits jusqu'à ce moment vont être sur ce régime. Ça veut dire si jamais un crédit arrive à sa échéance après septembre, à ce moment, il sera pas, vous ne pouvez pas profiter de cette moratoire. À ce moment-là, jamais. Si jamais cet état d'urgence dure plus de temps, on ne sait jamais si la moratoire va être poussée avant ou non. Mais à ce moment, la réponse c'est non. Et donc, on a une question complémentaire aussi là sur le chat. Pour le moratoire, le report se traduit-il par un report de l'échéance finale ou une augmentation du capital en dette sans report de l'échéance finale? Et est-ce que le taux d'intérêt contractuel est maintenu? Ça, c'est une très, très bonne question. Et c'est une question que l'équipe financière de Teles s'est déjà posée. Et nous avons déjà interpellé le gouvernement pour obtenir une réponse. Et aussi des associations comme par exemple DEC ont déjà intervenu sur ce sujet parce que ce n'est pas clair. Ce que le décret-loi dit, c'est que ces mesures ne peuvent pas donner des écharpes, ne peuvent pas être préjudicielles aux bénéficiaires. Si jamais l'interprétation de la loi, c'est que la suspension du paiement du capital et du loyer, ça signifie qu'à la fin de la moratoire, on doit payer les intérêts pendant ce temps, le bénéficiaire ne serait pas bénéficié parce qu'il était en train de payer les intérêts qui ont pendant ce temps.
et on peut interpréter ça comme un paiement d'impôt d'intérêt sur intérêt. Et ça, c'est une question très importante, mais nous n'avons pas une réponse oui ou non. Notre opinion du cabinet, c'est que non. La suspension du paiement de capital et d'intérêt pendant ce délai va pas signifier l'augmentation du capital à la fin de laboratoire avec les intérêts qui sont vaincus sur ce temps. Merci. Donc, nouvelle question aussi. Donc, pour bien comprendre, les crédits accordés sont-ils assujettis par des garanties personnelles? Alors, oui, ils peuvent l'être. La plupart, l'idée principale de ces lignes de crédit et l'obtention de ces crédits, c'est qu'ils soient assurés par une société de caution mutuelle qui peut assurer en fonction de la taille de l'entreprise jusqu'à 80 ou jusqu'à 90% de la dette, mais donc pas tout, pas le montant total qui peut être obtenu. Et donc, à ce jour, les banques peuvent demander des garanties personnelles en plus de la garantie de caution mutuelle. Et donc, un petit complément aussi à cette question, qui détermine ce besoin de garantie? La banque. Et c'est bien ça, et ça fait partie également des points de controverse et qui font débat aujourd'hui. C'est que, étant dans une situation d'urgence, les banques ne devraient pas profiter de ces lignes de crédit pour demander des garanties supplémentaires et autres. Et d'ailleurs, on a Rui Rio du PSD qui a déposé plusieurs motions et des propositions en ce sens. Mais à ce jour, la banque décide seule si elle souhaite demander des garanties supplémentaires et notamment des cautions personnelles aux dirigeants ou aux associés. Donc, encore d'autres questions. Durant cette période de l'état d'urgence, certaines associations syndicales affirment que le renvoi ou la non-rénovation de contrat est interdite. Est-ce vrai? J'imagine que c'est le renvoi de... Dans quel domaine? salariés. Dans quel domaine? Oui, c'est large comme question, ça dépend de quoi. Si je comprends bien, c'est une question de droit social, C'est Mathieu. une question de droit social, oui. De mise de fin de contrat de salariés. Oui, et aussi la question qui vient après, c'est aussi sur le layoff. Sur ces deux questions, nous vous invitons à parler après cette session. Comme vous savez, cette session a comme objet des mesures financières et toutes d'autres questions, notamment sur le droit fiscal, droit social, nous pouvons vous renseigner après la session. Donc, on va peut-être encore prendre... Attendez, parce que là, j'ai un peu... Donc, ça, c'est... Si je peux juste répondre de manière très rapide sur cette question, à vérifier, comme le disait Thomas, on préfère dans ces cas-là que ce soit ensuite demandé à nos équipes dédiées, mais ce qui est interdit pour l'instant, c'est que les entreprises qui ont recours au layoff simplifié n'aient pas le droit, en plus du layoff simplifié, de pouvoir licencier des personnes selon des conditions, comme disait, d'extinction de poste de travail ou de licenciement collectif. Néanmoins, on sait, il y a plein d'autres sociétés qui ne peuvent pas envisager ou qui n'ont pas recours au layoff, qui ont recours à d'autres possibilités, comme le licenciement pour motif économique. Ok. Une autre question. Qu'est-ce qu'une garantia mutua? En bon portugais que je parle. Alors, c'est les garanties spécifiques qui sont mises en place par des sociétés qui ont ça comme objet. Ce sont des sociétés de caution mutuelle. C'est le fait qu'une société va cautionner le remboursement du crédit
auprès de la banque au lieu et place de l'emprunteur. Elles ont des conditions spécifiques. C'est un contrat d'assurance, et pour avoir des informations plus générales, enfin pour plus d'informations et autres, il y a un site qui est très bien fait, qui est celui de la SPGM, sur justement les sociétés de caution et de garantie mutuelle. Ok, on a une question donc sur le layoff. Là, comme on l'a dit, je vous invite à contacter plus tard le cabinet TLS. On a une question aussi intéressante qui concerne donc, y a-t-il des aides aux micro-entreprises de tourisme qui n'ont pas pu se lancer faute de clients? C'est notre cas, lancement initial prévu en avril, et ne peuvent par définition pas présenter de comptabilité positive, seulement des investissements. Pas de salaire pour les managers et maintien souhaité de salaire pour l'employé unique. Est-ce qu'il y a des aides dans ce cas-là? Alors, je veux dire, la réponse n'est pas immédiate. Elle demandera à être étudiée. Ça dépend si la société a été constituée à cet effet et c'est juste le lancement d'activité qui n'a pas été fait, ou tout simplement, il n'existe même pas de société ou d'activité lancée du tout. Il y a des cas particuliers lorsque les lignes de crédit sont demandées par des sociétés qui ont moins d'1 an d'activité, avec des évaluations particulières. Je dirais qu'en principe, une société qui n'a pas du tout demandé, qui n'a pas du tout initié son activité, normalement n'a pas accès à ces lignes de crédit. À vérifier, et j'invite la personne qui a posé la question de nous envoyer un mail et on peut regarder au cas particulier si il y a une possibilité de dire néanmoins que l'activité avait initié. Là, on précise justement la personne qui pose la question, société LDA existante avec CPE conforme. Donc, a priori, c'est une possibilité. Néanmoins, l'idée, c'est que quand on n'a pas de bilan ou autre, c'est de démontrer néanmoins le fait qu'on n'a pas eu ou qu'on a eu une baisse d'activité. Quand elle n'a pas du tout démarré, on n'a pas d'éléments de comparaison, et les lignes de crédit ne sont pas prévues pour combler un manque ou une chance de manque à gagner futur. Néanmoins, comme je dis, pour M. Leroux, c'est une situation très particulière qui mérite, à mon avis, une analyse plus approfondie du cas en particulier. Ok, on va peut-être prendre une dernière question pour rester dans le timing. Et la dernière question, c'est la garantie exigée pour... est-ce que la garantie est exigée pour tous les montants demandés ou y a-t-il des paliers sur les montants de crédit? Non, il n'y a pas de... C'est pour couvrir la totalité du montant et c'est analysé au cas par cas. Très bien. Bon, mais écoutez, je crois qu'on va... Il est 11h32 exactement. Maintenant, on peut voir, c'est précis ce nouveau matériel, on peut voir tous les horaires. Donc, je voudrais déjà remercier Mathilde et Thomas pour leur présentation. Je pense qu'il a été très clair parce que toutes ces aides, elles bougent tous les jours et c'est un peu compliqué de comprendre un peu ce qui se passe et de quel montant et où s'adresser. Donc, merci beaucoup parce que c'était très concret, très clair et j'espère que nos participants ont pu comprendre comment on pouvait obtenir toutes ces aides. Merci aussi à nos participants. Je vous précise donc que vous pouvez toujours rester en contact avec le cabinet TLS et puis bien sûr avec la Chambre de commerce. On reste tous à votre disposition et faire en sorte que vous puissiez traverser cette période difficile du mieux possible. Et puis, donc, je vous invite une nouvelle fois à regarder notre site internet pour notre programme d'action. On va refaire la semaine prochaine d'autres réunions de ce type sur différents thèmes. Donc, voilà, donc une nouvelle fois, merci. Je vous souhaite malgré tout, dans ces conditions, un excellent week-end de Pâques aussi. Et j'espère vous revoir très prochainement. On reste bien évidemment tous à votre disposition. Merci à vous. Merci Mathilde, merci Thomas. Merci beaucoup, Laurent, Laurent. merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter pour toute